Les gars, installez-vous confortablement. Ce premier match de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026 n'est pas juste historique, il est complètement lunaire. Oubliez les anciennes stats, oubliez les bouquets d'histoire du foot. Tout était pulvérisé en l'espace de quelques jours. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, ici, c'est la jambe noire. Et comme les Mugiwara du foot, on est là pour deux choses. Cuisiner des analyses tactiques 5 étoiles comme chef, mais surtout kicker les vérités bien là où ça fait mal, sa langue de bois. Sortez les calepins, on pose les chiffres bruts, les masterclass cachés et les records officiels. Lâche ton plus gros pouce bleu, le partenariat YouTube est activé. On active le Diable Jambe en white. On commence direct par la France et par l'histoire avec un grand H. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit fatigué de ses performances en dents de scie au Real Madrid ou de ses feuilletons médiatiques, Kylian Mbappé a éteint le débat. Face à une équipe du Sénégal hyper vaillante, Kylian s'est offert un doublé mémorable. Et c'est avec ce doublé que c'est devenu officiel. Il dépasse Olivier Giroud et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 buts en seulement 87 sélections à 27 ans. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui parlent de son retard sur certains objectifs, mais là c'est incroyable. Le gars fait ça en jouant sa 3e Coupe du Monde. Le ratio est effrayant. Mais le plus fou, c'est qu'il réalise cet exploit au milieu d'un embouteillage tactique monstre créé par Didier Deschamps. Et deuxièmement, soi-disant c'est le top 3 meilleur. Il sait même pas. Je pense qu'on s'est compris. En ce qui me concerne, je ne suis ni un anti-Mbappé, ni un pro-Mbappé. Il est vrai que le contexte actuel, et surtout ces 2 dernières années, joue contre lui et que notre star et attaquant tricolore n'est pas exempt de tout reproche. Mais de là à venir nous dire que la France n'a pas besoin de Kylian Mbappé, je pense qu'il a répondu à ses détracteurs. De plus, j'ai ouï dire qu'il n'y avait pas d'alchimie ou qu'il n'y aurait pas d'alchimie entre Mbappé ou Dembélé. Ah là là, pourtant c'est si simple. Dédé nous a foutu Ousmane Dembélé, notre ballon d'or en titre, en numéro 10 axial. En soi, ce n'est pas un problème, car il a déjà joué à ce poste-là, on l'a également connu à droite. Mais lorsque tu as du Olysée, du Cherki dans ton effectif, et que Dembélé évolue en neuf au Paris Saint-Germain et qu'il a eu encore une fois le ballon d'or, pourquoi se faire chier? Alors que la logique pure, les gars, elle est là. Moi, je vous propose 2 dispositifs sur table. Soit un 4-2-3-1, soit un 4-3-3. La seule vraie différence entre les deux, c'est l'alignement de tes joueurs de couloir par rapport au numéro 10. En 4-3-3, tes ailiers vont mordre la ligne très haut pour étirer le bloc adverse. En 4-2-3-1, ils redescendent d'un cran, ce qui laisse le numéro 9 plus haut sur le terrain. Mais le secret absolu de ce système, c'est le double pivot derrière. Tu installes 2 milieux qui vont gérer d'une part la création du jeu reculé et d'autre part le sale boulot de récupération juste devant la défense. Leur unique mission, sécuriser la baraque et envoyer des flèches pour lancer notre quatuor d'attaquants, et c'est ce qui s'est passé effectivement sur le but de Bradley Barcola. Et pour comprendre ce que je vous dis, me regardez bien l'action. Adrien Rabiot est servi dans sa partie de terrain. Il est un peu plus loin que le rond central. Rabiot lève la tête et nous sort une passe en profondeur lumineuse. Le ballon casse absolument toutes les lignes adverses pour servir Bradley Barcola lancé à pleine vitesse. Derrière. But. Simple. Le petit ballon piqué. Dans cette configuration, à gauche, tu mets Kylian. Libérer les tâches défensives. Mbappé peut se concentrer uniquement sur ses appels et ses courses tranchantes. Et lui aussi, justement, là, il aura son espace de jeu. S'il veut aller sur le couloir et tirer sur le côté ou repiquer au centre, voilà, il pourra le faire tranquillement, car il ne sera pas neuf. Et s'il fatigue, tu as de la fraîcheur de Doué et de Bradley, en doublure de profils parfaits qui peuvent tout aussi permuter à droite. À droite, justement, tu lances Michael Olysée. Le mec possède un volume de jeu monstrueux. Il peut tout autant étirer le jeu sur son côté, ou centrer, rentrer, aller frapper, enrouler, et permuter dans l'axe pour combiner avec Ryan Cherki. Parce que Cherki, c'est lui que je mets en pur numéro 10 dans l'axe pour distribuer les caviars. Déjà produit de la maison, bad gun. Et sachant qu'il a la polyvalence pour jouer à droite, si besoin. Ça, on le sait. Et en haut, tout en haut de la chaîne, Ousmane Dembélé. C'est lui, c'est Dembouz. Lui, on a dit qu'il peut jouer en 10, il excelle à droite aussi. Mais dans l'axe, en position de 9, c'est lui qui aura le plus d'affinité avec une telle fluctuation de jeu. Il va décrocher, il va aspirer la charnière, combiner dans les petits espaces et libérer des boulevards pour Mbappé Olysée. C'est déjà juste ça. Mbappé lui-même finit le tournoi à 10 buts.
Mais l'une des plus belles histoires de ce premier tour, les gars, c'est le grand retour de la Norvège. Déjà, pour situer le délire, les mecs n'avaient plus disputé une seule phase finale de Coupe du Monde depuis 1998. Près de 30 ans, une génération entière qui n'a jamais vu son pays au mondial. Et pour leur grand retour en fanfare, ils ont décidé de ne pas faire de la figuration. Déjà, extra sportivement parlant, je pense que les fans de la série interplanétaire Viking ne sont pas passés à côté de cette masterclass. Pour ma part, j'ai toujours assimilé des joueurs tels que Zlatan et Erling Haaland comme des fils de Ragnar, de par leur rapport au ballon et de leur manière de remporter leur duel. Et en parlant de ce dernier, Erling Haaland a abordé sa toute première Coupe du Monde sans aucune pression, du Haaland. 2 tirs cadrés, un doublé clinique. C'est un robot, c'est un viking. Mais attention, ne faites pas l'erreur de croire qu'Haaland joue tout seul. Il y a une vraie meute de loup. Sur son premier but, c'est une merveille de transition. Martin Odegaard, le capitaine, le chef d'orchestre, qui fluidifie le jeu au milieu, élimine 2 mecs sur une feinte de corps et glisse une passe laser millimétrée dans la course d'Antonio Nusa. Le jeune Nusa fait parler sa fraîcheur technique sur l'aile, élimine son vis-à-vis d'un double contact dévastateur et centre fort au deuxième poteau. Et là, le réalisme brut. Haaland arrive lancé comme TGV. Il déchire la défense et catapulte le ballon au fond des filets d'une reprise de volée surpuissante. Sur son deuxième but, c'est son compère d'attaque, Alexander Sorloth, qui fait un travail de titan. Sorloth va au duel physique, s'impose à l'impact, aspire la charnière centrale et offre un caviar sur un plateau à Haaland qui n'a plus qu'à ajuster le gardien d'un plat du pied glacial. Cette connexion et ce sacrifice des coéquipiers pour mettre le cyborg dans les meilleures dispositions, c'est tactiquement parfait. La Norvège est rafraîchissante et elle va faire très mal. Passons maintenant au choc des titans. La guerre des âges entre les deux monstres sacrés qui disputent leur 6e Coupe du Monde en 2026. Un record de longévité absolue. Sauf que sur cette première journée, les trajectoires sont radicalement opposées. De côté, on a la fanfare totale. Lionel Messi, les gars. Rappelez-vous du cirque sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous de tous ces haineux et ces prétendus experts qui ont polémiqué pendant des semaines, par exemple sur son dernier ballon d'or. Messi est venu, il a vu et il a éteint Internet. Pour ce premier match de la Coupe du Monde, face à de l'adversité internationale, le mec te claque un triplé monumental. Un coup de chapeau clinique qui l'envoie directement égaliser le record historique de Miroslav Klose avec 16 buts en Coupe du Monde. L'Argentine ne brille pas par magie, elle brille grâce et avec un Messi. Au niveau de la MLS, la concurrence, il est venu et il a posé son football. Là où tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Et comme vous le voyez, la réponse aux critiques est glaciale. Et à l'exact opposé, c'est la douche froide pour Cristiano Ronaldo. Le Portugal concède un nul hyper frustrant face au Congo. Et là, faut qu'on pose les termes. Pourquoi Cristiano a autant de mal? Lui qu'on disait affûté dans une ligue prétendument plus forte. À 41 ans, il devient officiellement le plus vieux joueur de champ à débuter un match de Coupe du Monde. C'est beau pour l'histoire, mais sur le terrain, la réalité est terrible. CR7 est en grande difficulté physique. Il dézone sans arrêt et il commence à peser négativement sur le collectif. Et soyons honnêtes, l'impression visuelle est flagrante. On a ce sentiment viscéral que ce Portugal-là, avec les monstres qu'il a sur le banc et au milieu, jouerait beaucoup mieux sans lui. Cristiano aspire tous les ballons. Tout le monde se force à le chercher et ça bride complètement le génie tactique de cette équipe. La frustration commence à faire de gros dégâts dans le vestiaire et c'est un dossier brûlant que le Portugal va devoir régler très vite. Un mot obligatoire sur l'Angleterre de Thomas Tuchel. Les mecs arrivent avec une série de 11 victoires consécutives en match officiel. Pourtant, Tuchel a provoqué un séisme en refusant de sélectionner Cole Palmer. Il faut d'aide pour préserver la cohésion de son vestiaire. Et pour couronner le tout, il se faut braquer leur camion d'équipement à Kansas City avant le tournoi. Plus de crampons, plus de maillots, le chaos complet. Leur réponse, un match de patron. Harry Kane claque un doublé. Mais le fait du jeu du premier tour, c'est son sauvetage extrême. Kane revient taper un tacle glissé désespéré pour sauver le ballon sur sa propre ligne de but. Un numéro 9 mondial qui se débrouille comme un défenseur. Ça a donné la dalle à tout le monde. Jude Bellingham et Marcus Rashford ont planté des buts venus d'ailleurs, notamment la lucarne de Jude au 20 mètres, tout en faisant des replis défensifs de chien de garde. Et enfin, mention spéciale à l'Allemagne. Jamal Musiala a sorti le but le plus marquant du premier tour. Et en plus, ça me touche parce qu'on connaît l'année difficile qu'il a connue, blessé à la Coupe du Monde des clubs, ce qui a provoqué sa sortie des terrains durant la quasi-totalité de la saison. Mais ce but
Un slalom géant où il élimine 4 joueurs dans la surface avant de glisser un amour de ballon piqué. Le mec a brisé tellement de chevilles qu'il faut ouvrir une cellule psychologique pour les défenseurs adverses. Sa connexion avec Florian Wirtz, c'est du grand art. Voilà les chiffres. Voilà la vérité du terrain pour ce premier épisode. La première journée des phases de poule a rendu son verdict, mais attention, il reste encore 2 matchs cruciaux pour chaque équipe avant de passer aux phases finales. Rien n'est joué, et la moindre erreur sur les prochains matchs peut envoyer un favori à la maison. Je veux que ça s'entretue proprement dans l'espace des commentaires. Explosez-moi ce bouton de pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater, mais surtout, restez branchés pour le prochain épisode, parce qu'avec mes racines antillaises et mon œil d'expert, je ne vais pas vous cacher que ce qui se passe en coulisses me fout la haine. Au prochain numéro, la Jambe Noire s'attaque à la face sombre de cette Coupe du Monde. Le manque de respect, le racisme systémique, la censure du maillot d'Haïti et le scandale des visas refusés aux sélections africaines par les organisations. On va poser les faits divers, donner des solutions et faire trembler les costumes cravates de la FIFA. C'était la Jambe Noire. Prenez soin de vous et un don d'autre soleil.